Pendant 3 longues années, beaucoup de gens se sont demandé s'ils reverraient un jour ce moment. Puis, par un beau matin d'été, Catherine revint avec la même grâce calme qui avait longtemps défini son image publique et la foule éclata sous des applaudissements plus sincères que cérémoniaux. Pourtant, l'histoire la plus importante de cette journée ne s'est jamais déroulée sur l'hippodrome lui-même. Elle prenait forme derrière les murs du palais où les décisions prises loin de la vue du public avaient des conséquences bien au-delà d'une simple apparition royale. Alors que Catherine, princesse de Galles, était chaleureusement accueillie à nouveau dans la vie publique, un autre drame se déroulait au sein de la monarchie. Selon des allégations de plus en plus nombreuses, le roi Charles semblait disposé à laisser une porte légèrement ouverte, tandis que le prince William en fermait fermement une autre, prenant une décision qui a surpris même ses proches. Sa position rapportée a envoyé un message puissant sur la loyauté, la protection et les personnes qui, selon lui, méritent avant tout son soutien indéfectible. Quelque chose a doucement changé au sein de la famille royale au cours de cette semaine remarquable. Cela n'a pas été annoncé par des déclarations officielles ou des gros titres dramatiques, et de nombreuses personnes qui regardaient de l'extérieur n'ont jamais réalisé que cela se produisait. Mais une fois les pièces assemblées, les actions de William semblent jeter le retour émotionnel de Catherine sous un tout autre jour, révélant des tensions que peu de gens auraient pu anticiper. Le matin du 17 juin 2026, le cortège traditionnel de calèches de Royal Ascot a parcouru avec élégance la célèbre ligne droite, poursuivant l'une des plus anciennes traditions royales de Grande-Bretagne. Dès l'apparition du cortège, l'atmosphère a changé presque instantanément. Ce qui a suivi n'a pas été des applaudissements polis offerts par respect pour la tradition, mais un élan d'émotion sincère de la part de milliers de personnes qui avaient tranquillement espéré pouvoir, un jour voir Catherine, sourire à nouveau en public. Les acclamations sont arrivées presque immédiatement, devenant de plus en plus fortes à chaque instant qui passait. C'était un son de soulagement, d'admiration et d'affection se fondant dans quelque chose de profondément personnel. Pour beaucoup de spectateurs, il ne s'agissait pas simplement d'un autre engagement royal. C'était comme si le retour de quelqu'un qu'ils craignaient pourrait rester absent bien plus longtemps que quiconque ne le souhaitait. Catherine semblait radieuse dans une robe Roxanda jaune jonquille, assise à côté du prince William dans la deuxième voiture royale, alors qu'il parcourait le parcours. À proximité, sa mère Carole Middleton regardait fièrement depuis la loge royale, ajoutant une autre couche de soutien familial à l'occasion. Le soleil, éclatant les fleurs colorées, et l'atmosphère joyeuse se sont combinés pour créer une scène qui ressemblait moins à une cérémonie de routine qu'à une célébration de la résilience. Cette apparition revêtait une importance particulière car elle marquait le premier retour de Catherine à Royal Ascot en 3 ans. Cette absence n'a jamais été oubliée par ceux qui suivaient de près la famille royale. La revoir parmi des traditions familières lui a rappelé non seulement où elle avait été, mais aussi tout ce qu'elle avait surmonté pour y rester une fois de plus. Une petite interaction avec la foule est rapidement devenue l'un des moments les plus mémorables de la journée. Un jeune enfant a crié « Princesse Kate » avec une excitation innocente, et Catherine se tourna immédiatement vers la voix avec un sourire chaleureux et un signe amical. Lorsque l'enfant timide a soudainement détourné le regard embarrassé, Catherine a ri doucement et a répondu « Je te vois encore », créant un échange spontané qui s'est instantanément propagé sur les réseaux sociaux et a conquis les cœurs du monde entier. Cette brève conversation n'a duré que quelques secondes, mais elle a révélé quelque chose que les gens avaient toujours admiré chez elle. Même entourée de cérémonies de sécurité et de siècles de tradition royale, elle a instinctivement trouvé le temps de faire en sorte qu'un enfant se sente remarqué. Cela nous rappelle que certains de ces moments publics les plus mémorables ne sont jamais issus de grands discours mais de simples actes de gentillesse qui ne peuvent être répétés. Son retour à Ascot ne s'est pas fait seul. 2 jours plus tôt, Catherine avait assisté au service de l'ordre de la Jarretière à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, vêtue d'une superbe robe blanche qui est immédiatement devenue l'un des moments de mode royal les plus discutés de la semaine. Les photographies du service se sont rapidement répandues en ligne d'innombrables observateurs, notant non seulement son apparence élégante, mais aussi la confiance qu'elle projetait après un parcours personnel aussi difficile. 2 jours seulement après Royal Ascot, elle est apparue une fois de plus pour les Prince of Wales's Stakes, avançant avec confiance sur le parcours pour remettre le trophée du vainqueur. Debout devant la foule avec sang-froid,
elle a assumé ses responsabilités avec le même professionnalisme discret qui a longtemps défini son rôle. En la regardant accomplir ses tâches familières, il devenait difficile de se rappeler qu'à peine 18 mois plus tôt, beaucoup de gens espéraient simplement qu'elle se rétablirait suffisamment pour faire une quelconque apparition publique. Sous le chaud soleil, les vêtements élégants et les célébrations joyeuses, cependant une autre histoire se déroulait tranquillement, hors de portée des caméras. Alors que Catherine souriait devant des milliers de spectateurs, des informations suggéraient que le prince William maintenait une position intransigeante derrière les portes du palais. Il ne se concentrait pas sur les apparitions cérémonielles, mais sur une question profondément personnelle impliquant son jeune frère. Selon les spéculations royales de plus en plus nombreuses, le possible retour du prince Harry vers la Grande-Bretagne était devenu un sujet de plus en plus sensible au sein de la famille. Certains rapports suggèrent que des discussions soigneusement gérées étudiaient les moyens de reconstruire certaines relations. Pourtant, William serait resté ferme, refusant de soutenir toute mesure qui, selon lui, pourrait menacer la stabilité ou le bien-être de ses proches. Dans le même temps, le roi Charles aurait été considéré comme un peu plus ouvert à la possibilité d'une réconciliation future. Cette différence d'approche, qu'elle soit temporaire ou durable, faisait allusion à une division discrète entre père et fils concernant l'une des relations familiales les plus compliquées émotionnellement de la monarchie. Alors que les spectateurs admiraient le retour de Catherine rare, étaient ceux qui réalisaient qu'une autre lutte se déroulait entièrement hors de la vue du public. Pour comprendre pourquoi ces désaccords signalés semblaient si importants, il est nécessaire de revenir au moment où le difficile voyage de Catherine a véritablement commencé. Bien avant qu'elle ne sourit à Ascot, il y a eu une autre journée marquée non pas par une célébration, mais par des nouvelles dévastatrices délivrées dans l'intimité de sa famille. Le 22 mars 2024, Le Monde a regardé une vidéo soigneusement enregistrée et diffusée depuis un paisible jardin. Catherine parlait calmement, sa voix ferme, malgré l'immense poids personnel derrière chaque phrase. Puis sont venus les mots qui ont immédiatement arrêté des millions de téléspectateurs. Je voulais vous informer directement que j'ai reçu un diagnostic de cancer. Avant cette annonce, le public ne connaissait qu'une partie de l'histoire. En janvier 2024, le palais de Kensington a confirmé que Catherine avait subi une opération abdominale majeure et a expliqué que la maladie était considérée comme non cancéreuse. Les déclarations officielles mettaient l'accent sur la confidentialité, le rétablissement et la patience, laissant de nombreuses personnes croire que les préoccupations les plus graves étaient déjà résolues. Ce qui restait inconnu à l'époque, c'était que les tests effectués après l'opération avaient révélé quelque chose de bien plus alarmant. Des échantillons de tissu examinés après l'opération ont révélé des preuves nécessitant un traitement supplémentaire, changeant radicalement les perspectives de Catherine et de sa famille. Derrière les murs du palais, ce qui semblait au départ être une reconstruction, s'est soudainement transformé en une toute autre bataille. Le palais a publiquement demandé du temps et de l'intimité, mais ces simples mots cachaient une réalité émotionnelle que peu de gens pouvaient imaginer. Catherine n'était pas seulement confrontée à l'un des diagnostics médicaux les plus effrayants que l'on puisse recevoir. Elle essayait également de comprendre ce que cela signifiait en tant qu'épouse mère et future reine, tout en protégeant ses enfants d'une peur inutile. Dans son message vidéo, Catherine a expliqué que le défi le plus difficile était peut-être de ne pas recevoir le diagnostic lui-même. Au lieu de cela, il s'agissait de trouver les mots justes pour tout expliquer au prince George, à la princesse Charlotte et au prince Louis d'une manière qui les rassurerait plutôt que de les effrayer. Comme tout parent, son premier réflexe n'a pas été de penser aux attentes du public, mais de protéger le sentiment de sécurité de ses enfants. Elle a révélé plus tard que la chimiothérapie préventive avait commencé vers la fin février. Au-delà de la confirmation que le traitement avait commencé, le palais a choisi de ne divulguer pratiquement aucune autre information médicale. Le type exact de cancer n'a jamais été divulgué publiquement, et cette décision est restée inchangée, reflétant la détermination de la famille à préserver au moins une partie de sa vie à l'abri des spéculations publiques. Tout au long de ces mois difficiles, le prince William a révélé beaucoup de choses à travers ses actions, même s'il parlait très peu. Il a constamment souligné que l'histoire de santé de Catherine lui appartenait pas lui, et a refusé de discuter publiquement de détails privés. Au lieu de cela, il a discrètement remodelé presque tous les aspects de sa propre routine autour du soutien à sa femme et à leurs 3 enfants. Les engagements royaux ont été considérablement réduits.
Les horaires scolaires sont devenus des priorités. Dans la mesure du possible, la vie de famille passait avant les responsabilités cérémonielles. Les observateurs ont remarqué que William restait proche, choisissant la présence plutôt que la publicité pendant l'une des périodes les plus difficiles que leur famille ait jamais connues. Tout cela s'est déroulé alors que le roi Charles était confronté à son propre diagnostic de cancer, créant ainsi un moment extraordinaire dans l'histoire royale moderne. Pendant une période significative, les deux plus hautes personnalités actives de la monarchie ont été toutes deux largement absentes de la vie publique pendant qu'elles recevaient des soins. Il s'agit d'une situation sans précédent, qui a laissé l'institution dans une incertitude sans précédent au cours des dernières décennies. En Grande-Bretagne, et bien au-delà, il ne semblait y avoir aucun mot capable de décrire ce que ressentaient les gens. Il y avait de l'inquiétude certes, mais aussi une patience et une compassion remarquables. Les gens attendaient tranquillement, espérant des nouvelles encourageantes, tout en observant chaque apparition, chaque photographie et chaque déclaration officielle à la recherche de signes indiquant que la reprise avançait lentement dans la bonne direction. Le premier grand moment public suggérant véritablement un progrès a eu lieu le 15 juin 2024 lors de Trooping the Colour. Catherine est apparue dans la calèche de verre traditionnelle aux côtés du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis, plutôt que de monter à cheval avec des membres de la famille royale en activité. Personne n'avait besoin d'une explication officielle pour cette décision. La raison semblait immédiatement compréhensible à tous ceux qui regardaient. Plus tard dans la journée, elle a rejoint le reste de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham pour le célèbre défilé aérien. Souriant chaleureusement et saluant une foule immense, elle se tenait aux côtés de sa famille, tandis que le jeune prince Louis ravissait une fois de plus les spectateurs par sa personnalité incomparable. C'était une scène à la fois familière et profondément émouvante. La veille de Trooping the Colour, Catherine avait publié un message écrit personnel, offrant peut-être l'aperçu le plus clair de son état. Elle a ouvertement admis qu'elle n'était pas encore tirée d'affaire, décrivant la réalité de vivre à la fois de bons jours et des jours difficiles pendant des mois de chimiothérapie. Plutôt que de prétendre que tout allait bien, elle a choisi l'honnêteté, permettant aux gens de comprendre que le rétablissement restait un travail en cours. Cette ouverture a profondément touché des millions de personnes. Elle ne s'est pas cachée derrière un langage royal raffiné ou des apparences soigneusement conçues. Au lieu de cela, elle a reconnu l'incertitude, tout en exprimant son espoir, rendant son voyage profondément humain et renforçant le lien émotionnel que tant de gens ressentaient déjà à son égard. Puis vint une autre étape inoubliable. Le 14 juillet, Catherine est arrivée sur le court central pour la finale du simple messieurs de Wimbledon, aux côtés de la princesse Charlotte, vêtue d'une élégante robe violette. Alors qu'elle entrait dans le stade, toute la foule s'est levée pour une ovation prolongée qui semblait bien plus personnelle que cérémoniale. Les applaudissements portaient une véritable chaleur et gratitude, plutôt qu'un simple respect de la tradition royale. Les spectateurs voulaient que Catherine sache à quel point ils appréciaient de la revoir là-bas, après tout ce qu'elle avait enduré. Après la victoire en 2-7 de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic, elle a présenté le trophée du championnat avec la même grâce, le même sang-froid et la même chaleur qui définissait son rôle de patronne du All England Club depuis 2016, rappelant au monde que même après une année marquée par la maladie, le courage et l'incertitude, elle restait exactement la personne que tant de gens espéraient voir revenir. Ce n'était que sa deuxième apparition publique de l'année, mais la réaction a été immense. Puis en septembre 2024, elle a partagé une autre vidéo. Celui-ci a été tourné à Norfolk, avec la lumière d'automne autour d'elle et de sa famille se déplaçant à travers le cadre. Dans ce document, elle a déclaré que les 9 mois précédents avaient été incroyablement difficiles, mais qu'elle avait terminé la chimiothérapie. Elle a ajouté que son objectif était désormais de faire ce qu'elle pouvait pour rester sans cancer. Le message n'a pas tenté de se précipiter, cela n'a pas poussé le triomphe trop loin. Il portait quelque chose de plus stable que ça, un soulagement certainement, la gratitude aussi, mais surtout cela donnait le sentiment de quelqu'un qui avance prudemment un jour à la fois. Rémission, le mot que tout le pays attendait d'entendre. Puis vint le 14 janvier 2025. Ce jour-là, Catherine visita le Royal Marsden Hospital de Londres, le centre de cancérologie, où elle avait été soignée. Elle a passé du temps avec les patients et le personnel.
Plus tard dans la soirée, elle a publié un message bref mais puissant sur Instagram. C'est un soulagement d'être maintenant en rémission et je reste concentré sur la guérison. C'était le mot que les gens attendaient, rémission. Le palais n'a pas utilisé de langage, suggérant une certitude totale, et il n'a pas affirmé plus que ce que les médecins pouvaient en soutenir. Pourtant, le sens était suffisamment clair pour atterrir avec force. Après tant de mois, au cours desquels Catherine avait largement disparu de la vie publique, alors qu'elle était aux prises avec une maladie qu'elle n'avait jamais voulu annoncer, c'était la mise à jour que les gens espéraient un jour. Dans le même temps, Catherine et William ont été annoncés comme co-mécènes du Royal Marsden NHS Trust. La nomination avait à la fois une signification personnelle et une signification publique. Cela montrait que ce chapitre de sa vie ne serait pas simplement traité comme quelque chose de douloureux qui était terminé et qui devait maintenant être scellé. Cela l'avait changé. Cela avait également affiné l'orientation de certains de ses travaux publics, notamment en ce qui concerne les soins et la recherche contre le cancer. Jusqu'en 2025, elle a repris ses fonctions royales avec soin et avec des limites claires. À la fin de l'année, elle avait réalisé 68 engagements officiels. Il s'agit toujours du total le plus bas parmi les membres de la famille royale en activité. Mais ce chiffre raconte une histoire plus importante lorsqu'il est placé à côté de ce qui l'a précédé. Lors du traitement actif en 2024, elle n'en avait réussi que 13. La hausse a donc été significative, mais il n'a jamais été question de se précipiter pour prouver quoi que ce soit. À titre de comparaison, William a mené 202 engagements cette année-là, tandis que le roi Charles dirigeait la famille avec un total rapporté à 532 ou 533 selon le décompte. Le chiffre inférieur de Catherine n'indiquait pas une faiblesse ou un repli sur soi. Cela indiquait le rythme. Cela montrait une femme qui avait traversé quelque chose de grave et qui choisissait un retour mesuré plutôt que de se forcer à revenir trop tôt à un emploi du temps chargé. Cette approche s'est poursuivie jusqu'en 2026. L'auteur royal Robert Jobson a déclaré à Hello que son journal se remplissait à nouveau, mais d'une manière qui préservait toujours le temps consacré à la famille et au rétablissement. Une source l'a dit simplement: fonctionner à vide n'était plus une option. Cette phrase est peut-être la manière la plus claire de comprendre la version de Catherine qui réapparaît désormais en public. Elle revenait, oui, mais elle revenait dans des conditions façonnées par tout ce que l'année précédente lui avait appris. L'architecture invisible, comment William a construit un mur autour de sa famille. Ce qui ressort le plus du comportement de William durant cette période, c'est qu'il ne s'est jamais appuyé sur le drame. Il n'y a eu aucune grande annonce, aucune déclaration théâtrale, aucune campagne visible pour montrer à quel point il était protecteur. Au lieu de cela, ce modèle s'est révélé dans des choix plus discrets, en particulier dans les choses qu'il a refusé de faire. Pendant les mois les plus durs du traitement de Catherine, il a réduit certains voyages à l'étranger. Il a réorganisé ce qui pouvait l'être autour de son rétablissement et de la vie scolaire des enfants. Il a évité de faire des commentaires à la presse sur son état. Le palais de Kensington a maintenu sa communication clairsemée et contrôlée tout au long de cette période, partageant suffisamment pour régler les pires spéculations, tout en refusant de nourrir la curiosité du public au-delà de ce que Catherine elle-même avait choisi de divulguer. Lorsque l'information est sortie, elle l'a fait selon ses conditions. Pour ceux qui ont observé de près la famille royale, une tendance plus large est devenue plus facile à percevoir au fil du temps. William semblait de plus en plus concentré sur une priorité centrale. Il protégeait la stabilité que la famille Wales avait bâtie tranquillement à Windsor, notamment à Adelaide Cottage. La question centrale n'a jamais été uniquement la monarchie en tant qu'institution. Il se concentrait sur sa femme, ses enfants et le rythme familial privé qui rendait le devoir public possible en premier lieu. Pour quiconque suit William depuis son enfance, cet instinct est porteur d'une histoire émotionnelle évidente. Sa mère Diana est décédée en août 1997 alors qu'elle était poursuivie par des photographes dans un tunnel parisien. Guillaume avait 15 ans. La leçon qu'il semble avoir tirée de ce traumatisme a façonné une grande partie de sa vie d'adulte. Protéger les personnes qu'il aime des rouages les plus durs de la vie publique semble être devenu l'une de ses plus grandes responsabilités. Au fil des années, il en a donné des versions différentes. Même sans une nouvelle déclaration, le point est visible dans la façon dont lui et Catherine ont choisi de vivre. En 2025 et en 2026, les commentateurs associaient de plus en plus ce même instinct protecteur au durcissement de la position de William concernant son éloignement du prince Harry.
Plus l'année de Catherine avait été difficile, moins William semblait disposé à rouvrir tout ce qui pourrait perturber la stabilité qu'il avait dépensé tant d'énergie à protéger. Cette connexion est importante. Sa position sur Harry n'était pas dans une case séparée. C'était lié au même instinct qui avait façonné chacun de ses mouvements tout au long de la maladie de la guérison et du retour de Catherine. Comment deux frères sont passés de porteurs à étrangers? Il faudrait des heures pour suivre chaque étape qui a transformé William et Harry de deux frères, marchant derrière le cercueil de leur grand-mère en septembre 2022 en deux hommes décrits par les commentateurs royaux en 2026 comme parlant à peine. Pourtant, la version plus courte raconte l'histoire assez clairement. La rupture se formait déjà depuis un certain temps. Puis en mars 2021, l'interview d'Oprah Winfrey a amené des affirmations profondément privées sur le traitement et le bien-être de Meghan dans une conversation mondiale. Après cela, le documentaire Netflix Harry et Meghan en décembre 2022 a ajouté plus de détails, plus de scènes et plus d'émotions. Puis est arrivé Spare en janvier 2023 et cela a poussé les choses encore plus loin. Le livre était direct, personnel et public, comme le sont rarement les conflits familiaux. Au sein de la maison royale, la préoccupation la plus profonde n'était pas simplement la douleur ou l'embarras, mais la confiance. La principale crainte était qu'une conversation privée puisse ensuite donner lieu à une autre interview, à un autre documentaire ou à un autre livre destiné à un public mondial. Une fois que cette peur s'installe, il est difficile de l'éliminer. Dans une famille déjà sous pression, cela devient encore plus difficile. Harry, de son côté, a ouvertement parlé de sa volonté de réconciliation. Il a dit qu'il voulait se rapprocher de son père. Il a dit qu'il voulait que ses enfants connaissent leur famille. En septembre 2025, il était de retour à Londres pour le 3e anniversaire de la mort de la reine Elisabeth. Et lors de cette visite, il a rencontré Charles à Clarence House pour un thé privé qui aurait duré environ 54 minutes. La rencontre a été qualifiée de chaleureuse. Des câlins ont même été rapportés. Mais le désir de guérison ne crée pas à lui seul la guérison. Vouloir se reconnecter et réellement reconstruire une relation sont deux choses distinctes. Et au milieu de cette distance se tenait Guillaume le roi, qui veut récupérer son fils. Pour comprendre la position de Charles, il est utile de séparer deux rôles qui habitent le même homme. L'un est le monarque, l'autre est le père et le grand-père. En tant que roi, la place de Harry dans le tableau plus large est difficile. Les conflits de sécurité, l'accord Netflix, les mémoires et les critiques très publiques de la vie royale ont tous des conséquences pour la couronne. Ces questions ne disparaissent pas après une seule réunion amicale. Pourtant, lorsque les proches de Charles parlent de lui comme d'un père, le ton change. L'image devient plus personnelle. Voici un homme qui n'avait pas vu Archie et Lilibet en personne depuis le week-end du jubilé de platine en juin 2022. Voici un homme qui vit un cancer qui pense autant à la famille et à ce qui compte encore. Cela a changé le sentiment autour de l'histoire. Avant le retour prévu de Harry en Grande-Bretagne en juillet 2026, des rapports suggéraient que Charles était allé au-delà d'une simple conversation. Il aurait proposé au Sussex un logement dans une résidence royale. Il avait également montré sa volonté d'aider à résoudre les problèmes de sécurité qu'Harry avait longtemps décrits comme l'une des principales raisons pour lesquelles sa famille ne pouvait pas passer confortablement du temps au Royaume-Uni. La précédente réunion de septembre 2025 avait déjà donné un ton plus doux. À l'été 2026, alors qu'Archie et Lilibet devraient faire partie du voyage, une grande partie de la couverture médiatique s'est concentrée sur Charles dans ce rôle personnel. Cela n'était pas présenté comme une stratégie royale. Il s'agissait d'un grand-père qui voulait voir ses petits-enfants. Même l'implication signalée du secrétaire particulier adjoint de Charles suggérait une intention. Ces arrangements n'apparaissent pas d'eux-mêmes. Ils nécessitent une planification, une autorisation et un signal clair du haut. William, cependant, n'allait apparemment pas dans cette direction. La porte verrouillée, la ligne de William, et pourquoi il la tient. Dans les jours qui ont suivi le retour de Catherine à Royal Ascot, une phrase de la couverture royale a capturé l'ambiance plus clairement qu'autre chose. Charles était décrit comme la porte qui pouvait encore s'ouvrir. La maison de William a été décrite comme complètement fermée. Cette image en dit long.
Selon plusieurs témoignages, William n'a pas seulement fait attention à la visite de Harry en juillet 2026. Il était ferme. Il n'a pas été dit qu'il cherchait à rencontrer Harry. Il n'aurait pas été ouvert à une rencontre avec Meghan. Il n'était pas prêt à avancer comme si les interviews, la série et les mémoires n'avaient jamais eu lieu. Pour lui, ces événements faisaient toujours partie de l'histoire parce qu'ils avaient changé l'histoire. Il est important d'être précis ici. William n'a pas personnellement exposé ses sentiments privés en public. Kensington Palace n'a pas publié de déclaration expliquant ses émotions envers son frère. Ce qui existe donc, c'est un modèle de reportage émanant de commentateurs et de sources ayant une longue expérience de la maison royale. Ce n'est pas la même chose qu'un témoignage direct, mais c'est quand même une tendance qui mérite d'être notée, car elle est restée constante au fil du temps. Encore et encore, la même idée apparaît sous ces rapports. La confiance manque. Ce même thème est également lié à la protection de William envers Catherine. Il semble considérer la situation sous un angle très pratique. Avant qu'une réconciliation puisse avoir lieu, il doit y avoir une structure suffisamment solide pour la maintenir. Il faut avoir la certitude que les moments privés resteront privés. Il doit y avoir un certain sentiment de sécurité autour de la famille. D'après tous les témoignages, William ne croit pas que cette fondation existe encore. Certains se demandent si la maladie de Catherine a renforcé ce point de vue. Une année marquée par les traitements, l'inquiétude et l'intense attention du public l'a peut-être rendu moins disposé à rouvrir de vieilles blessures. Cette question est importante, mais seul William connaît vraiment la réponse. Le palais fidèle à son habitude n'a rien dit. La visite qui va tout tester vers le 10 juillet 2026, bien que les dates aient été annoncées plutôt qu'officiellement confirmées, Harry devait retourner au Royaume-Uni avec Meghan Archie et Lilibet. Ce serait leur premier voyage en famille en Grande-Bretagne depuis 4 ans. La raison de cette visite était le compte à rebours d'un an pour les Jeux Invictus 2027 à Birmingham. C'est important car Harry a fondé les Jeux en 2014 et y est resté profondément lié depuis. Il était peu probable qu'il manque un événement aussi marquant. Malgré cela, le voyage avait une seconde signification. Il ne s'agissait pas seulement de sport. Il s'agissait de tester si la famille pouvait à nouveau partager l'espace sans tout rouvrir d'un coup. L'auteure royale Ingrid Seward a déclaré directement qu'il était peu probable qu'Harry croise la route du prince William et de la princesse Catherine lors de la visite. Les rapports sur l'approche de Charles suggèrent une planification minutieuse pour la même raison. On disait qu'il souhaitait une rencontre père-fils sans les tensions familiales plus larges qui pourraient survenir lors de rencontres inattendues. En d'autres termes, la visite était conçue pour réduire la pression et non pour l'augmenter. Une rencontre entre Harry et Charles était considérée comme possible. Une rencontre entre Harry et William a été traitée de manière très différente. Presque toutes les sources discutant de la question ont suggéré que ce n'était tout simplement pas sur la table. Ensuite, il y a Catherine dont le rôle dans cette histoire est peut-être le détail le plus discret et le plus révélateur de tous. Une biographie royale de 2026 la décrivait comme quelqu'un qui considérait qu'il était de son devoir de garder les deux frères ensemble. La commentatrice royale Katie Nicholl a déclaré que Catherine avait travaillé dur pour encourager la paix entre William et Harry. Elle a été décrite comme un pont naturel entre eux, quelqu'un qui comprenait la douleur des deux côtés et espérait toujours qu'ils pourraient un jour se retrouver. Ce détail change la forme émotionnelle de l'histoire. Pendant la période même où William la protégeait des pressions extérieures, Catherine elle-même aurait encore un espace de paix. Ainsi, à l'intérieur du mariage, il semblait y avoir un léger contraste. Elle semblait ouverte à une réconciliation à l'avenir. Il semblait détenir la frontière la plus forte de la famille. Cette différence est peut-être plus importante que ce que les gens pensent. Ce qu'ils célébraient actuellement à Royal Ascot, revenons au point où cette histoire a commencé. Une robe jaune, une calèche, un enfant qui crie à travers la foule « Je te vois encore ». Ce moment semblait simple en surface. En vérité, cela portait le poids d'un voyage beaucoup plus long. Ce que les gens célébraient en juin 2026 n'était pas une victoire de palais ou un mouvement de pouvoir familial. C'était quelque chose de beaucoup plus humain. Catherine était là. Elle allait assez bien pour s'asseoir dans cette voiture. Elle était suffisamment stable pour affronter cette foule. Elle était suffisamment chaleureuse même dans ce moment public pour remarquer une enfant timide et la faire se sentir vue. C'est pourquoi la réaction a été si forte. Pour comprendre cette réponse, il est utile de préciser clairement la chronologie.
En janvier 2024, elle a subi une intervention chirurgicale, puis a reçu un diagnostic qui a tout changé. En mars 2024, le public a appris la vérité. De fin février à septembre 2024, elle a suivi des mois de chimiothérapie préventive. Durant toute cette année, elle n'a réalisé que 13 engagements publics. Malgré tout, sa présence à Wimbledon lui a valu une standing ovation et a ému de nombreuses personnes dans la loge royale. Puis vint janvier 2025, lorsque la remise a été annoncée. Tout au long de l'année 2025, elle est revenue prudemment et délibérément, accomplissant 68 engagements sans jamais précipiter le processus. Le 15 juin 2026, elle s'est présentée au service jarretière en blanc. 2 jours plus tard, elle arrivait à Ascot en jaune. Vus ensemble, ces moments racontent une histoire plus complète. Le soi-disant geste audacieux de William n'a jamais été un geste dramatique. Ce fut une décision longue et constante sur 2 ans de donner la priorité à sa femme et à ses enfants. Il l'a fait publiquement. Il l'aurait également fait en privé. Il avait une ligne claire sur ce qu'il accepterait et ce qu'il ne voudrait pas. Cette ligne s'appliquait à la spéculation médiatique. Cela s'appliquait à la pression extérieure. Et d'après tous les signes disponibles, cela s'appliquait également à son frère. On ne sait pas encore si cette partie de l'histoire change. Reste à savoir si la visite de juillet débouchera sur autre chose que des apparitions séparées dans le même pays. On ne sait pas encore si la porte ouverte de Charles et celle fermée de William se rapprochent l'une de l'autre. On ne sait pas encore si Archie et Lilibet construiront un jour un véritable lien avec leur cousin gallois. Au moment où on l'annonce, rien de tout cela n'est réglé, mais une chose peut être dite avec certitude. Catherine va bien. Elle est de retour. Elle avance à son rythme, selon ses propres conditions, entourée de sa famille. La foule à Ascot n'applaudissait pas une institution. Ils encourageaient une femme qui avait vécu un chapitre extrêmement difficile, qui s'en est sortie, puis est entrée dans la lumière de l'été en jaune, un mercredi de juin, et a fait en sorte qu'un enfant timide se sente vu.